Alors, je suis très très contente d'être là aujourd'hui. Et pour une raison principale, c'est qu'ici, tout a commencé pour moi il y a 4 ans. Alors j'étais beaucoup plus stressée. Je vois qu'il y a des têtes connues dans la salle, ils peuvent, ils peuvent confirmer. Aujourd'hui, j'ai le droit à mes notes, je peux vous parler en français. À l'époque, je suis venue pitcher un projet Bisensory et c'était la première fois de ma vie que je pitchais un projet, qui plus est en anglais, devant beaucoup de personnes. Et à ce jour, j'ai toujours la palme du plus mauvais pitch en anglais de toute l'histoire du Web Today. Et je pense que je vais la garder longtemps. Mais malgré tout, oui, j'ai oublié d'appuyer. Malgré tout, ce jour-là, malgré mon mauvais anglais, il s'était passé quelque chose. J'étais venue avec une idée qui était déjà de connecter des livres, et notamment des livres érotiques, à un sextoy pour imaginer une expérience de lecture plus immersive. Et je m'étais dit, la meilleure manière d'avoir un retour et de savoir s'il faut vraiment y aller ou pas, c'est de me confronter à un jury, à du public. Et puis après, ça me permettra de prendre une décision. Soit je continue, soit j'arrête. Et puis, malgré ce mauvais pitch en anglais, enfin le pitch ne devait pas être si mal, mais mon anglais était catastrophique, on a quand même été Bisensory, le mot et le hashtag, finalement un des hashtags les plus cités pendant la durée du Web Today, donc c'était assez intéressant. Et puis on a quand même gagné le prix à l'époque, le prix du crowdfunding, donc ça c'était bien. J'étais déjà vachement contente. À l'époque, j'étais déjà avec une équipe de gens que je vois dans la salle. Catel, j'en vois d'autres. Kevin, des têtes connues. Et puis les Brestois là devant. J'ai fait venir mes copains aujourd'hui. Et ce prix-là, et puis après, il s'est passé encore quelque chose de plus incroyable, c'est que je me suis dit, bon, ça a marché, entre guillemets, donc ça vaut le coup de continuer à réfléchir. J'ai pris l'été pour continuer à avancer sur le projet. Et puis, au mois de septembre, la Tribune a sorti une carte mondiale des innovations des objets connectés partout dans le monde. Et le seul projet qui était référencé pour la France, c'était Bisensory. Alors, c'était étonnant parce qu'il n'y avait rien. J'avais pitché juste ici une fois. Et là, je me suis dit, bon, ça doit vouloir dire quand même qu'il y a quelques signes positifs, je vais les suivre et puis je vais continuer. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de créer eSensory. Donc notre idée au départ, c'était de faire quelque chose de très ambitieux, qui était d'être l'iTunes des objets connectés et de pouvoir synchroniser n'importe quel type de contenu numérique, donc un e-book, de la musique, de l'audio, à des objets ou des interfaces qu'on dit haptiques, donc qui sont capables de donner des sensations. Et l'idée, c'était vraiment de proposer des nouvelles expériences de lecture immersives où le corps est vraiment impliqué. Donc c'était ça l'idée de base. Et puis après, il fallait choisir une première liste de business. Et c'était évident pour moi que l'érotisme, c'était le plus naturel, parce que la littérature érotique est faite pour donner des sensations, parce qu'on était en plein boom de la romance érotique, grâce à quelques années avant était sorti 50 Shades of Grey. Et puis parce que d'une manière générale, je ne vais pas rien vous apprendre en vous disant que c'est toujours dans ce domaine-là, de l'érotisme ou du porno ou autre, que les nouvelles technologies trouvent en général leur premier business, et que c'est un très bon indicateur. Si ça marche dans ce milieu-là, en général, c'est des technologies qui vont être après adoptées par le grand public. C'est ce qui a fait gagner le format de la VHS, ce qui fait que les gens ont accepté de payer à la télé pour regarder Canal+, le Minitel. C'est vrai pour certaines applications aussi, et je prenais déjà le pari que il en serait exactement de même pour les objets connectés. Donc je savais que le projet était ambitieux, parce qu'on devait... Bisensory, ça devait être finalement le démonstrateur de cette plateforme, qui après devait être dupliquée sur plein d'autres verticales, sur de la lecture, par exemple, pour audiosensoriel pour les personnes handicapées. Mais donc, il nous fallait développer la plateforme qui permet d'augmenter les livres. Il nous fallait l'application qui permet de lire ces livres et d'interagir avec un objet. Et puis, pour plein de raisons, je ne vais pas revenir dessus, de fabriquer aussi l'objet, parce qu'à l'époque, on n'a pas forcément trouvé de partenaire, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Donc, on s'est dit, on va faire notre propre toy. Et du coup, on pourra avoir un vrai démonstrateur de ce qu'est le concept de lecture numérique sensorielle. Donc on s'est lancé dans ce projet-là. Il était ambitieux, il avait évidemment une vision internationale, parce que c'est complètement scalable. Moi, l'aventure a bien commencé.
On a trouvé, on a été aidé, on a eu une bourse French Tech, on a commencé à lever un peu d'argent, on a été au CES, on a gagné un Innovation Award, toute l'équipe a bien bossé, on a eu beaucoup de retombées presse, voilà, on a même atteint un sommet de popularité en France assez incroyable. Et puis, l'équipe a tellement bien bossé que finalement, quand même, en 18 mois, on a fait ce que beaucoup n'ont pas réussi à faire. On a ouvert le site de la librairie, finalement, la première version de l'application, donc septembre 2016. Il y a eu un gros boulot qui a été fait sur l'éditorial, parce qu'on était aussi éditeur, donc on était diffuseur de contenu pour des éditeurs en format augmenté, mais on a aussi créé nos propres contenus, ce qui c'était plus intéressant, puisque vous comprenez bien que c'est plus intéressant de travailler avec des auteurs et qui intègrent dans leur narration et dans la manière d'écrire cette interaction possible avec l'objet. On a aussi voilà, l'app qui a eu de nombreux rebondissements, puisqu'elle a été quand même maintes fois supprimée du store. Donc on a eu beaucoup de sueur froide et puis beaucoup de travail pour la remettre en ligne, notamment sur Google. Même si la dernière version, il a fallu que j'envoie un toy à Cupertino, quand même chez Apple, pour faire le test avant que la version soit validée. Donc ça, c'était fait aussi. Et puis on a quand même réussi à aller au bout de la création de cet objet, donc le Little Bird, qui a donc un œuf vibrant. On a vraiment parti d'une feuille blanche, on a travaillé avec un designer. On est passé phase de prototypage. Certains pourraient vous raconter dans la salle des séances de test assez drôles, sur des choix de moteur, voilà, la qualité de la vibration, niveau sonore, grosse galère sur la mise en point de l'antenne Bluetooth. Enfin bon, ça a l'air petit et simple, mais c'est petit et très complexe. On a réussi à passer bien les certifications normes CE, US et Canada. Et puis après, ça s'est corsé. Parce que le passage du prototypage à la phase d'industrialisation a été extrêmement compliqué avec des fournisseurs qui nous ont planté plusieurs productions. Donc, quand le site est sorti en septembre 2016, les toys sont arrivés, mais ils avaient été surmoulés plusieurs fois à une température qui n'était pas la bonne, donc les antennes étaient cassantes. On a recommencé. Là, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui a coupé toutes les antennes Bluetooth avant de les surmouler, donc aucun des toys était fonctionnel. La troisième fois, ils ont décidé de nous livrer des toys qui n'étaient pas de la bonne couleur. Donc en me disant, ils sont roses. Ah oui, mais comme ils étaient rose pâle, en fait, on voyait tout ce qui se passait à l'intérieur. C'était pas forcément vendable. Et puis après, c'est le fabricant d'antennes qui a fabriqué des antennes trop courtes. Alors, ça part 1,5 cm, voilà, on dit qu'il ne faut pas parler de la taille, 1,5 cm, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour qu'à un moment donné, ça ne rentre plus dans un moule et que ça ne vous permette pas de surmouler l'objet. Donc après, vous avez raté vos ventes de Noël, de Saint-Valentin, et puis après, il y a le Nouvel An chinois, vous reprenez plus d'1 mois dans la vue, et puis voilà. Et puis, on finit quand même par vous livrer un lot, mais qui n'est pas conforme au niveau du taux d'émission en BLE, ce qui fait que vous êtes à X mois de retard de commercialisation, vous devez quand même payer des équipes, vous devez relancer des productions. Voilà. Et puis votre trésorerie, entre-temps, comme vous ne pouvez pas vendre, vous ne gagnez pas d'argent, elle s'épuise, et là, ça commence à devenir compliqué. Tout le monde m'avait dit, le hardware, c'est l'enfer, je confirme. Donc, pendant ce temps-là, la copie du Little Bird est arrivé sur le marché assez vite. On était assez copiés. On savait que c'était un des risques de faire une campagne de crowdfunding et de montrer très vite le design. Alors bon, il ressemble beaucoup, mais dans les fonctionnalités, il ne fait que, entre guillemets, la télécommande et du jeu à deux et à distance. Il n'y a pas de connexion avec des contenus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, eux, parce que derrière, c'est une entreprise qui maîtrise tout à fait les process. Au départ, c'est des fabricants de sextoys. La société est basée à Singapour et c'est basé in Taïwan. Ils en ont vendu à ce jour 500 000. Voilà, ça me laisse quand même quelques regrets sur le fait de jamais réussir à en avoir 2000 qui fonctionnent correctement. Voilà. Ce qui n'est pas neutre dans les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui d'inciter des startups à se lancer dans l'IoT ou dans la production d'objets connectés, parce que
c'est bien d'être une startup nation, mais ça veut dire que demain, nous, on nous demande de pivoter rapidement, d'être à l'écoute et de savoir se remettre en cause. Sauf que vous êtes dans un écosystème qui ne bouge pas à la même vitesse. Je m'explique. Aujourd'hui, les gens qui ont planté notre production ont refusé de faire marcher leurs assurances et de couvrir le préjudice, qui était pour nous de 140 000 €, ce qui n'est pas neutre pour la trésorerie d'une start-up. Et ils nous ont dit de manière très froide, si vous voulez nous attaquer, vous le faites, vous prenez un avocat et on se reparle dans 2 ans, ou d'ici là, vous serez mort, on ne risque pas grand-chose. Super classe. Mais il n'y a pas de recours. Et déjà, à cette époque-là, la trésorerie est tendue, on ne peut pas faire ça, et on sait que de toute façon, effectivement, 2 ans, ce n'est pas un délai dans lequel on va être sauvé. On a aussi un problème par rapport à la protection, parce que le design du Little Bird, il est déposé dans 27, on aurait pu les empêcher de vendre dans 27 pays européens. On a fait la dépense de protection, sauf qu'après, il faut encore aussi avoir les sous pour avoir un bon avocat et les attaquer dans le pays d'origine. Je vous laisse imaginer la complexité. On leur fait pas très peur. Et pour la petite histoire, quand tout était fait en France, le Little Bird, sauf la partie du surmoulage qui était fait dans une usine en Chine et par un plasturgiste français, quand on envoyait les coques avec tout l'intérieur juste pour le surmoulage, ça nous est arrivé de rester bloqués 3 semaines à la douane chinoise. Quand des toys comme le Lush font le sens inverse, ils arrivent chez nous en 3 jours. Sans contrôle de quoi que ce soit, sans contrôle de savoir si effectivement si c'est une copie. Je me dis que quelque part, quand on dépose un dessin et modèle, il y a une image. À un moment donné, ce serait peut-être pas si couillon d'envisager de confronter les images et puis de voir qu'effectivement, peut-être que ça ressemble à quelque chose qui est protégé sur le territoire. Bon, il y a des choses quand même à construire. Tout ça pour dire que en février, on a dû arrêter. On a été quand même, et j'ai été quand même soutenu. J'avais une formidable équipe. Nos investisseurs nous ont quand même soutenus, mais j'expliquerai plus tard que ça a été compliqué de trouver des financements, donc on n'a jamais réussi à lever beaucoup d'argent. On a toujours trouvé un petit peu pour nous sauver, mais pas assez pour avoir de la marge. Et comme j'avais pas de fonds, un seul fonds mais petit, et que les autres investisseurs c'était des privés, au bout d'un moment ils peuvent pas continuer à remettre de l'argent. Voilà, donc ça s'arrête. J'avais plus de trésorerie pour relancer des prods, pas de trésorerie pour avoir un avocat. Et puis, de toute façon, je me rendais bien compte aussi qu'il aurait fallu que je change de process de prod, parce que le fait de vouloir le produire en France faisait que mes marges étaient trop faibles pour intéresser bon nombre de distributeurs, même si on a eu des demandes en fait, dans plus de 15 pays pour de la distribution. En tout cas, sur le produit, ça les intéressait. Voilà. Donc on a passé au tribunal en février. Donc là, c'est assez violent parce qu'en 4 minutes, il y a quelqu'un qui vous dit que voilà, vos 4 dernières années, elles n'existent plus. Donc c'est une décision que j'ai aussi repoussée le plus longtemps possible, parce qu'il y a cette peur de qu'est-ce que je vais faire après, la peur du vide, la peur de tout perdre. Donc c'est aussi un échec, même si je reste complètement fière de tout le travail qui a été fait pendant ces 18 mois, parce qu'on avait, ces plusieurs années, parce qu'on avait vraiment bien bossé. Mais il faut y aller, et puis il faut surtout après être capable de faire l'analyse un petit peu de ce qui n'a pas marché, pour essayer de se dire qu'après on va peut-être faire mieux. Donc clairement, je pense que ma première erreur, j'en ai fait plusieurs, hein. Aujourd'hui je vous explique qu'il y a d'autres solutions, mais j'assume complètement, c'était moi la porteuse de projet. Donc ma première erreur, c'est clairement d'avoir sous-estimé les freins par rapport au sujet. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que ce qu'on proposait de littérature érotique connectée au Little Bird, c'était tellement soft comme offre par rapport au fait qu'on peut aller sur YouPorn en quelques secondes et avoir accès à vraiment de la pornographie, des choses très hard. Dans un livre, il n'y a pas d'image, c'est l'imaginaire. Le sextoy, il existe depuis la préhistoire. Donc, finalement, je ne voyais vraiment pas pourquoi ça allait être, pourquoi ça serait compliqué. Et puis, en fait, j'ai très vite pris conscience que notre société n'était pas aussi libre que ça, que parler d'érotisme, c'était mal compris, c'était souvent associé de la pornographie. Et je me suis rapidement aperçue que ce projet allait être dérangeant et que déjà, c'était compliqué d'être une start-up, mais qu'en portant ce projet-là lié à l'érotisme, ça allait être encore plus compliqué. Donc, juste quelques exemples. Je ne vais pas revenir sur toutes les anecdotes parce que beaucoup les connaissent déjà, mais ça commence par le banquier qui dit qu'il ne vous aidera jamais parce que le sujet n'est pas éthique.
Donc voilà, c'est vrai que les banques, l'éthique, le blanchiment d'argent, les paradis fiscaux, c'est super éthique. On est d'accord que ça marche, il n'y a pas de problème. Trouver des investisseurs, donc voilà, je sais, c'est compliqué pour tout le monde, mais ça l'est encore plus à l'érotisme, et j'ai l'impression qu'on perd beaucoup plus de temps encore que sur d'autres sujets, avec des gens qui à un moment donné trouvent ça fun, ils ont envie de se faire un petit frisson, ils disent c'est super cool, ouais, ça nous plaît bien. Ils vous font avancer 6 mois, 9 mois, et puis à la fin, au moment de signer, on dit ah bah non, finalement, on va pas oser y aller. Voilà, donc c'est beaucoup de temps de perdu, en disant ouais, non, mais finalement, on peut pas associer une image de notre fonds à une plateforme pornographique. Et là, on est très déçus parce qu'on voit qu'au bout de 9 mois, ils n'ont toujours pas compris ce que vous vouliez faire. Mais voilà, c'est le jeu. L'autre problème, les idées reçues. Donc voilà, il y a cette fameuse histoire d'un jour où j'ai pitché, où finalement le jury, qui était composé que d'hommes, dit à la fin, bah, finalement on n'a pas évalué le projet Bisensory parce qu'on n'est que des hommes et donc on pense qu'on n'est pas en capacité de juger de la pertinence du projet. On rappelle quand même que le marché du sextoy, c'est 25 milliards de dollars, donc ça quand même en termes d'intérêt économique en tout cas, il est réel, et qui ce jour-là fait gagner la pompe à bière connectée. Donc là on comprend que effectivement, il n'y a pas de problème de positionnement pour comprendre la pertinence du projet. Et ceci dit, dans la même journée, un des organisateurs de ce concours de pitch me dit « Et encore, si tu avais été un homme, on n'aurait même pas accepté ton dossier parce qu'on t'aurait pris pour un pervers. » Voilà. Donc ça montre voilà, les idées reçues et les freins, ils sont vraiment des deux côtés. Donc je me suis aperçue que très rapidement, pour les investisseurs aussi, ils sont capables de prendre beaucoup de recul sur certains sujets qui ne les touchent pas ou qui ne connaissent pas pour avoir un regard vraiment professionnel. Et quand on parle de projets qui attraient à la sexualité et donc à l'intime, ils ne sont pas capables de prendre ce recul-là. Et donc forcément, ça devient compliqué. Donc voilà, des petites phrases que j'ai entendues. Ah oui, votre concept est génial, mais voilà, ma femme, elle n'en a pas besoin, j'assure. Voilà, donc, ou d'autres qui m'ont dit, voilà, ouais, c'est super, ma femme, elle aime lire, hein, ouais, c'est une bonne idée, mais bon, je ne vais pas lui offrir parce que je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Ok, donc c'est compliqué après de lui dire faites-moi un chèque de 500 000 euros. Voilà. Disant oui, voilà, et puis tout l'imaginaire, on est encore dans une société où on voit la sexualité très endocentrée, donc par et pour l'homme. Donc là, les femmes, elles n'ont pas de désir, enfin, elles n'ont pas de besoin sexuel, elles ont du désir pour des hommes qu'elles aiment. Hein, voilà, puis elles font rien quand elles sont toutes seules parce qu'elles vous attendent. Bon, je suis désolée de vous le dire, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai très vite aussi perçu, désolé messieurs, que voilà, dans beaucoup de cas, mon problème c'était l'ego masculin et que, encore une fois, ils n'arrivaient pas à prendre ce recul-là. La question du plaisir féminin est un sujet, je m'en suis aperçue, et c'est aussi pour ça que j'ai été obligée de m'engager, de devenir militante, un sujet extrêmement politique, et il l'est toujours. Alors je pense qu'on n'a jamais été au meilleur moment pour faire avancer les choses avec le MeToo et de nombreuses initiatives qui revendiquent le fait qu'effectivement, le sujet du plaisir féminin est un vrai sujet à part entière, et que les femmes ne sont pas des objets sexuels, mais des êtres autonomes, y compris sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que là encore, je ne suis pas en train de vous dire s'il y avait eu plus de femmes, j'aurais réussi et on m'aurait fait un chèque. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que si dans les fonds d'investissement et dans les gens qui m'ont reçu, quand il y avait 5, 6, 10 personnes, il y avait eu au moins quelques femmes dans ces boards, les discussions et les questions auraient été complètement différentes, parce que je suis certaine qu'il y a des questions qu'on n'aurait jamais osé me poser et qu'on aurait peut-être avancé un petit peu plus vite sur l'intérêt du projet, sur le potentiel, sur le marché, sur est-ce qu'il y avait de l'attraction. Voilà, là, on est resté focus sur « Ah non, mais d'où vous avez juste cette idée bizarre hein, ?» C'est un peu... c'est souvent pas allé très, très, très loin. Ma deuxième erreur, je pense, stratégique, c'est... malheureusement, et je suis un peu peinée de le dire, d'avoir cru que je pouvais faire ce projet-là ici et faire en sorte que ce soit un produit made in France. Alors, vu du CES, c'était une super bonne idée, parce que tous les journalistes passaient sur le stand en disant « Ah oui, mais forcément, on comprend, ce projet-là, il ne pouvait pas être développé ailleurs qu'en France. »
voilà, le pays de l'amour, la littérature. C'était très logique pour eux. Sauf que ici, non. On a été planté pour plein de choses, hein, mais y compris des boîtes de marketing qui, à un moment donné, nous voulaient travailler avec nous. Et puis, au final, au bout de 3-4 réunions techniques, ils disaient bah non, parce qu'on voulait faire de l'automation marketing, par exemple, ils nous ont dit non, en fait, vous n'êtes pas digne de figurer dans la liste de nos clients. Donc, pouf, toi, t'as perdu quand même beaucoup de temps, mais ça s'arrête. Et donc, je pense que mon erreur de départ, c'est d'avoir dit, OK, je vais pouvoir faire ici, tout ici, y compris le plus gros de la fabrication. Et puis, d'avoir commencé, j'aurais mieux fait, en fait, de partir. Je crois, de partir chercher des fonds au tout début du projet, au niveau du concept. Encore une fois, je ne vais pas vous dire que je suis sûre que j'aurais réussi, mais je pense que j'aurais dû accepter. J'ai été trop frileuse, j'ai pas été assez ambitieuse. Voilà, je parlais sans doute pas assez bien anglais, on me l'a fait remarquer d'ailleurs, pour me dire je vais aller chercher des fonds dans d'autres pays, aux États-Unis ou autres. Mais je pense qu'à ce moment-là, si j'avais pu lever de l'argent au niveau du concept, ça aurait été moins compliqué parce que où j'aurais peut-être levé plus d'argent, ça m'aurait donné un peu plus d'air pour la suite. Je l'ai fait différemment. Et comme après, j'ai eu des problèmes de production, j'avais en face de moi qui me disaient des gens qui disaient oui, mais vous n'êtes pas capable de me prouver qu'il y a de l'attraction sur votre produit. Oui, en même temps, j'ai rien à vendre. Donc voilà, c'était une spirale qui fait qu'après, ça nous a aussi freinés. Donc qu'est-ce qui se passe après ? C'est dur, j'ai vu à quel point ça peut aller vite, de plus avoir envie de sortir de chez soi, de plus avoir envie de répondre au téléphone, de plus avoir envie de grand chose et de se dire oh là là, enfin voilà, c'est pas que ma vie va s'arrêter, mais que c'est compliqué quand même à digérer. Surtout qu'on est quand même dans un pays où, par rapport à d'autres, notamment la culture anglo-saxonne, la vue de l'échec est pas la même encore, même si j'espère que ça évolue, que ça va évoluer encore plus. J'avais, moi, les deux cas de figure. J'avais des gens, ou même des journalistes, qui m'appelaient à leur mine ou à leur ton. J'avais vraiment l'impression que j'étais déjà morte, en disant « Ah oui, mais bon, peut-être que vous voulez pas me parler, peut-être que... » Non, enfin, j'assume. Après, on peut expliquer pourquoi on s'est planté. Au moins, on a osé, on a essayé, mais tout le monde ne le voit pas comme ça. Et certains de mes investisseurs, qui étaient des privés, qui étaient aux États-Unis, et qui, eux, tout de suite m'ont dit « Bah oui, effectivement, ça fait jamais plaisir de perdre de l'argent. En même temps, on avait parié sur toi, tu as fait un boulot qui était exceptionnel. Et il me dit « Tu devrais travailler ici, parce qu'aujourd'hui, toi, ici, avec ton plantage, tu as beaucoup plus de valeur qu'il y a 4 ans. Parce que tu as osé, voilà, et en plus, tu montres que tu es capable tout de suite de repartir sur autre chose, d'apprendre et du coup, d'avoir envie de faire mieux. » Donc c'était agréable à entendre, et puis c'était aussi important pour moi d'être dans un environnement de travail. Donc ils sont là l'équipe The Corner à Brest, donc où j'ai d'abord été à la cantine numérique et puis après The Corner, d'avoir aussi très vite des gens, quand on voit la fin arriver, qui sont capables de vous montrer aussi toute la valeur de ce qui a été fait et de dire voilà, quand même, l'aventure elle était belle, vous avez réussi des tas de choses, voilà, aujourd'hui ça s'arrête. Mais garde ça en tête et commence déjà à réfléchir à la manière de le valoriser. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, The Corner était déjà en train de réfléchir à le lancement d'accélérateurs thématiques. Et donc, il y a des petites choses comme ça qui sont vues dans ma tête. Et c'est comme ça qu'est né Sextech for Good. Alors, il y a quelques temps, ça s'appelait Sextech for Better. Et puis après, comme notre président a eu la bonne idée de faire le premier sommet Tech for Good pendant Vivatech, je me suis dit, allons-y, ayons de l'ambition, on va faire le premier sommet international Sextech for Good. Et on a bien besoin de parler aussi à nos petits camarades de Facebook pour leur expliquer que sexualité ne vaut pas pornographie et qu'il faut qu'ils arrêtent de supprimer et de me bloquer chaque fois que je mets des posts hyper militants sur le harcèlement sexuel, par exemple, parce que j'ai été bannie de nombreuses fois de Facebook, je suis une mauvaise élève. Et sur des sujets, sur des articles qui sont vraiment engagés, mais voilà, les illustrations souvent leur plaisent pas, ou alors on a été souvent dénoncés par des gens ça leur plaisait pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre à disposition tout ce que j'ai appris pendant 4 ans, parce que Bisensory a été quand même une start-up pionnière dans le domaine de la sextech. D'ailleurs, quand on a commencé, le mot sextech n'existait pas. Maintenant, ça commence à devenir un vrai sujet.
Et puis avec cette idée de me dire, OK, aujourd'hui, comment on pourrait faire tous ensemble pour fédérer un certain nombre d'acteurs pour arriver à faire émerger des produits innovants sur ce marché-là, faire comprendre que les gens qui s'investissent sont des vrais investisseurs et pas que des pervers sexuels, et qu'on puisse, nous aussi en France, arriver à des projets qui prennent cette place sur, encore, je le dis une fois, un marché qui pèse déjà 30 milliards de dollars. La sextech, elle se développe un peu partout dans le monde, donc il y a beaucoup d'événements à New York, il y en a même eu sur la sextech et l'intelligence artificielle en Lituanie, enfin voilà, ça bouge. Et chez nous, moins. Les femmes se fédèrent aussi. Et ça, c'est très, très intéressant d'analyser que quasiment... Je n'ai pas fait un recensement planétaire, donc mes chiffres ne sont pas exacts, mais je dirais quand même que 95% des projets et des nouvelles startups qui se créent dans le domaine de la sextech sont portés par des femmes. En général, c'est pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que les femmes prennent le pouvoir et que finalement, elles créent les produits qui n'ont jamais été pensés par elles parce que c'était des industries et des secteurs d'activité qui étaient trustés par des hommes et qui, du coup, n'avaient rien à faire de ce dont elles pouvaient avoir besoin ou qui les connaissaient mal et tombaient à côté de la plaque. Des fois, c'est pour des mauvaises raisons, parce que je sais aussi qu'il y a certains incubateurs qui sont en train d'essayer de recruter des femmes pour porter des projets de la sextech, parce que d'un point de vue communication, c'est beaucoup plus simple, parce que voilà, sur les hommes, il y aura encore cette image de voilà, c'est un pervers, on ne va pas travailler avec lui parce qu'il doit être un peu louche. Mais globalement, c'est quand même hyper réjouissant de voir ça. Elles se fédèrent, il y a des figures. Voilà, il y a des Cindy Gallop qui ont levé 2 millions d'euros pour faire des plateformes qui sont Make Love Not Porn. Il y a des Brian Nicole qui organisent des sextech un peu partout, dans des hackathons sur la sextech partout dans le monde, qui fait aussi des podcasts Future of Sex. Il y a des Polly Rodriguez, par exemple, qui à New York a créé une marque de cosmétiques et de toys pour faire face à un besoin qu'elle avait eu, puisque quand elle a eu 20 ans, elle a été atteinte d'un cancer, et donc elle ne trouvait pas de produits, de lubrifiants adaptés aux contraintes de sa maladie. C'est comme ça qu'est née sa start-up. Donc souvent, il y a des vraies belles histoires derrière. Et donc, elle a réussi à mobiliser, parce qu'ils ont un gros réseau et que les gens se sont fédérés. Elle avait soumis cette campagne que vous voyez là pour un affichage dans le métro de New York. Et cette campagne a été rejetée. Et elle s'est mise très très en colère parce que voilà, ça c'est accepté. Donc il n'y a jamais de problème pour faire dans le métro des campagnes sur le musée du sexe avec une paire de fesses ou sur tous les produits qui sont pour les hommes, pour les troubles érectiles. Par contre, les dernières campagnes qui avaient été refusées, c'était des produits qui concernaient les règles pour les femmes ou pour elles, pour ces produits. Et vous voyez bien que son affiche, c'était vraiment plutôt de l'art, du dessin, il y avait, j'imagine, vous serez d'accord avec moi, rien de choquant. Voilà. Elle a gagné parce qu'elle a fait elle a réussi à mobiliser tellement de gens sur les réseaux sociaux, les médias en ont parlé dans le New York Times, tout qu'en fait elle a gagné et donc la campagne va être affichée. Donc voilà, on peut faire bouger les lignes. En France, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on arriverait à convaincre et à faire changer d'avis l'affichage de la RATP. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire dans Sextech for Good ? C'est déjà d'expliquer ce que c'est que la sextech, donc de faire beaucoup d'évangélisation, d'information, pour expliquer qu'en fait, la sextech, ce n'est pas la porntech, que parler de sexualité, ce n'est pas de la pornographie, et qu'aujourd'hui, la sextech, c'est juste d'essayer de voir comment on peut utiliser, mobiliser le meilleur de toutes les nouvelles technologies pour répondre à des besoins sur tous les sujets qui sont liés à la sexualité. Avec des sujets très forts, alors, qui cumulent certaines fois les tabous, mais voilà, la sexualité des seniors, la sexualité des personnes handicapées, des enfants autistes. C'est aussi beaucoup d'éducation, ça peut être de la prévention, ça peut être de la santé, ça peut être évidemment du plaisir, de la rencontre, mais c'est pas uniquement focalisé sur ça. Aujourd'hui, la question de la sexualité, c'est plus une question d'humanité que de pornographie. Il y a des vrais sujets à traiter qui sont des sujets qui nous concernent tous. Je rappelle quand même que voilà, la sexualité, c'est une expérience fondamentale et qui est sans doute celle qui est la plus partagée de manière universelle dans le monde. Voilà. Donc l'idée, ça serait d'arriver même à faire vraiment du lobbying au niveau de certaines instances pour qu'on dise qu'effectivement la sextech, c'est
un vrai secteur d'activité comme la FinTech, pour que les entrepreneurs qui sont sur ce marché-là soient considérés comme de vrais entrepreneurs innovants, qu'on reconnaisse le potentiel qu'il y a derrière et que leur travail soit un peu facilité sur la recherche de financement, les relations avec les banques, le fait de pouvoir trouver un module de paiement pour leur site, avoir accès à des équipes de recherche quand on parle par exemple de handicap ou de fédérer des choses. Voilà. La deuxième, alors bon, j'ai juste mis ça, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a énormément de choses qui se passent sur à peu près toutes les technologies, la réalité virtuelle, l'haptique, dans plein de domaines, c'est extrêmement riche. La deuxième mission de Sextech for Good, ça sera l'accompagnement des projets à différents niveaux, donc via un programme d'accélération pour des startups qui seraient vraiment au tout début, qui seraient opérées par The Corner, ou sur des missions plus ponctuelles, par exemple, que je pourrais mener. Aujourd'hui, je travaille sur un projet vraiment intéressant, de création d'un sextoy pour les femmes seniors ou les femmes handicapées, enfin en tout cas des femmes qui ont des problèmes de mobilité. Alors oui, on va me dire, ouais, mais il existe plein de sextoys, pourquoi tu n'utilises pas le même que d'habitude? Ben ouais, mais quand tu es vieille et que tu as super mal au bras par exemple, ou que tu as de l'arthrite, tu peux pas forcément te plier en deux, il faut que le toy soit léger, il faut que le bouton il soit gros, enfin il y a un certain nombre de choses qui fait qu'on doit s'adapter à l'ergonomie, aux contraintes physiques, et c'est un marché qui n'est pas adressé. Pourtant, croyez-moi, dans les EHPAD, l'activité sexuelle dans certaines EHPAD où il y a des gens qui ne sont pas trop dépendants est extrêmement élevée, et c'est un vrai sujet. Là, ça cumule les tabous, mais voilà, aujourd'hui, si moi je peux, par ma connaissance des designers, de la production ou autre, faire en sorte que ce projet puisse émerger plus vite, et j'en serais vraiment ravie. Voilà. Il nous reste une petite question sur demain, cette partie accélérateur Sextech for Good, c'est où? Aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé de territoire sextech friendly, mais je ne désespère pas. Si vous avez des idées, si vous connaissez des gens, peut-être que ce sera Brest, mais je ne sais pas. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, on n'a pas voulu se laisser, pour l'instant, brider par le lieu. On préfère avancer et s'intéresser, sourcer des projets et travailler sur le reste. L'autre axe de cet accompagnement, ce sera de fédérer. Donc il y a déjà des gens qui font des choses, mais j'ai aussi moi des gens qui m'appellent en me disant moi j'ai tel type de projet, je cherche un designer, moi je suis une spécialiste en robotique et j'aimerais bien m'intéresser aux questions de sexualité. Ah oui, moi j'écris des bouquins et je voudrais faire ça. Et donc voilà, c'est faire de la mise en relation pour qu'il y ait vraiment des projets, parce que la sextech, vous avez bien compris, il y a des médecins qui pensent à des trucs, ils ne sont pas du tout techno, et à la fois il y a des gens qui viennent dans la techno, ils sont pas médecins, donc ils oublient un certain nombre de choses dans leur projet, donc ça va être vraiment intéressant. Et le troisième axe, qui sera sans doute le plus compliqué, mais qui est finalement le plus prioritaire, c'est de savoir comment on va financer tout ça. Donc aujourd'hui, il y a heureusement, finalement, avec la blockchain, des nouvelles plateformes qui permettent de faire des ICO et autres. Je pense que le développement de la sextech sera très lié à celui de la blockchain. On va quand même essayer de travailler avec des gens en amont pour sourcer des investisseurs, en leur expliquant bien ce qu'on veut faire, pour éviter de la perte de temps que moi, j'ai connue. Voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé une chouette marraine pour ce projet-là, qui est Camille Emmanuel, qui est déjà venue ici, qui a écrit un bouquin qui m'a vraiment beaucoup inspiré sur le sexpowerment, sur ce qui fait que ces questions de sexualité, c'était aussi une manière de reprendre le pouvoir. Donc elle a aussi des projets sur lesquels on va pouvoir avancer, et je pense qu'elle a un bon réseau, et donc va pouvoir nous aider aussi dans toute cette mission d'information et d'évangélisation. Et puis voilà, je suis pas toute seule aujourd'hui. Voilà, je prends la parole parce que j'ai incarné aussi beaucoup Bisensory et ce côté pionnier de la sextech, mais je travaille évidemment en relation avec mes petits camarades du Sextech Lab qui vont organiser la 2e édition au mois d'octobre. Ça fera peut-être l'occasion de sourcer les projets qu'on pourra accompagner. Je me suis aussi engagée dans une autre association, d'un mouvement qui s'appelle les rebondisseurs français, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui vous disent non, tu t'es planté, mais tu t'es planté, ça ne veut pas dire que tu es mauvais, mais juste que tu vas faire mieux la prochaine fois. Franchement, on en a besoin, et de manière mathématique, avec toutes les stations F et tout, et les usines à start-up qu'on est en train de faire, mathématiquement, on va aussi créer de plus en plus de gens qui vont se planter. Et donc la question de savoir qu'est-ce qu'on fait après, comment on rebondit, me semble vraiment intéressante.
les gens parlaient du tag parfait, de Sextech High-Tech qui s'intéresse au sujet, qui a un média, The Corner, j'en ai déjà parlé. Donc aujourd'hui, c'était important pour moi de revenir ici 4 ans après pour faire ce retour d'expérience et de voir comment on allait le valoriser. Pour vous encourager aussi à suivre l'aventure, parce qu'on ne le fera pas tout seul et qu'on aura besoin de gens qui nous supportent sur les réseaux et autres, qui parlent de nous pour que tout ça puisse continuer. Et puis j'ai essayé de garder un tout petit peu de temps pour que vous puissiez poser 1 ou 2 questions, parce que je pense que c'est le plus intéressant. En tout cas, merci. Est-ce que vous pensez être arrivé un peu trop tôt sur le marché avec votre idée? Oui, c'est sans doute que oui. Je pense que c'est finalement jamais bon d'être le premier. Tu passes beaucoup de temps à évangéliser, c'est pas forcément toi qui récolte le fruit. Après, sans les problèmes de production, honnêtement, on avait quand même des demandes dans beaucoup de zones de distribution. Je pense qu'on n'était pas si en avance que ça. Au démarrage, sans doute, mais peut-être pas tant que ça dans les usages, parce qu'au final, Bisensory, on proposait des choses que les gens maîtrisent. Le sextoy, des sextoys connectés, il y en avait déjà par des télécommandes. Donc là, ça passait par le smartphone, mais bon, en l'usage, ça existait déjà. Le livre électronique existait déjà. Donc finalement, c'était un mix des deux. Donc on n'avait pas cette phase de création d'usage. Par exemple, avant, j'avais été dans une autre start-up où on avait été la première application française de lecture d'un QR code. Là, expliquer aux gens qu'il faut sortir son téléphone, charger une app et scanner un code pour avoir une info, tu vois, c'était plus compliqué, il fallait vraiment induire ça. Là, on l'avait moins. Par contre, j'étais sans doute pas au bon endroit. C'est surtout ça le problème. Merci. Justement, vous parlez du bon endroit. Et quand vous avez évoqué Made in France, vous avez surtout évoqué finalement le financement. Mais au niveau de l'Indus, est-ce que de ne pas aller en France aurait été mieux, justement? De ne pas aller en France? Ouais, au niveau de l'industrialisation. Ah oui, non, mais c'est sûr que j'aurais eu tout intérêt à me dire je m'en fiche et je vais faire du 100% Made in China tout de suite. Après, c'est vrai qu'il aurait fallu investir l'argent différemment parce qu'il faut être sur place tout le temps. On le voit bien, si tu ne payes pas un mec qui est tout le temps derrière. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les ennuis qu'on a eus, récemment, je discutais avec les gens de chez Bookin, qui font des liseuses françaises, et donc en ce moment ils sortent un nouveau modèle, pareil, avec du silicone, tout est fait en Chine. On leur a aussi planté leurs 3 premières productions. Ce passage-là du prototypage à l'industrialisation, parce qu'on ne peut pas anticiper tous les projets, c'est assez classique. Le problème, c'est que si tu as 1 million devant toi, tu l'encaisses, tu peux repartir vite. Quand tu as 2 mois de trésorerie, tu le fais pas. Mais oui, demain, c'est pareil. Je ne referai pas ce projet-là et je ne organiserai pas la prod pareil. Il y avait des choses, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas aussi, hein, des problèmes, par exemple, je n'avais pas anticipé qu'à un moment donné, la réglementation allait changer sur le transport, par exemple, des batteries au lithium, et qu'on allait se retrouver avec une seule compagnie aérienne qui était capable de livrer des batteries et qui n'étaient pas assemblées à quelque chose. Ça paraît tout con, mais ça pose voilà, rapidement des problèmes dérangeants pour toute la chaîne de production.